Bonjour à tous et bienvenue dans le 31e épisode de la série Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres, qui est aussi le 13e épisode du chapitre sur les oblitérations. Aujourd'hui on va commencer avec les papillons de Metz de 1870. Donc on appelle papillons de Metz les lettres qui sont écrites sur de petites feuilles de papier qui sont envoyées par ballonnets en septembre 1870 où le siège de Paris. Les ballonnets, ce sont de petits ballons qui ont été testés par des pharmaciens. Donc le fait que ça s'appelle papillon, ça ne vient pas du fait qu'elles soient très légères ces lettres. C'est surtout que l'un des apothicaires ou infirmiers, je sais plus, non, infirmier qui a inventé cette technique s'appelait Monsieur Papillon. Voilà. Donc c'est par le poste de Metz, par le siège de la ville par les troupes allemandes. Ces papillons ne sont pas affranchis, donc ils ont été distribués en franchise sous des enveloppes de l'administration. Certains papillons ils sont revêtus de cachets d'atterrissage, tels ceux de Neufchâteau ou de Frestens-Foèvre. Et ils sont rares tous les deux, tout comme les papillons qui sont transmis sous enveloppe, mais seulement quand celle-ci est jointe, donc il faut faire attention au faux. Après, donc, on va revenir sur une petite curiosité, encore une fois, dont j'ai déjà parlé dans plein d'autres épisodes. C'est la boule de moulin, d'essai de 1871. C'est un très intéressant essai de transport du courrier qui a été destiné à Paris. Il a été tenté en début de janvier 1871. Toutes les lettres affranchies à 1 franc devaient être adressées au bureau des postes de Moulins en Allier, où elles étaient mises dans des boules de zinc et jetées à l'eau dans la région de Bray-sur-Seine. L'administration est pensée pouvoir récupérer les boules dans de grands filets étendus à Paris. 55 boules ont été mises à l'eau. Combien sont arrivés 0. Certains elles ont été repêchés dès mars 1871, mais il en reste encore plein dans les eaux de la Seine. Et vu la valeur du courrier, c'est une raison pour que vous alliez plonger un petit peu. Donc là on peut voir par exemple une lettre par boule de moulin qui n'est pas très différente, à part donc on voit ici qu'il a écrit Allier. Voilà. Les courriers entassés à Moulins, il y en avait tellement beaucoup qu'un fort nombre de lettres étaient encore hackées, on va dire, à la fin du siège. Ces lettres elles ont été introduites à Paris dans des sacs de ravitaillement. Elles sont connues sous le nom de sacs de riz. Et elles sont beaucoup moins rares que celles provenant des boules de moulin, repêchées et distribuées. Après, donc, on va passer à une petite insurrection que vous avez déjà vue si vous êtes en 4e ou plus, qu'on appelle la Commune de Paris de 1871. Donc, la commune elle a été proclamée le 18 mars 1871, mais le courrier il a continué à passer jusqu'au 31 mars. C'est donc à partir de cette date que les lettres ont dû être confiées à des passeurs pour entrer ou sortir de Paris, et ça jusqu'au 28 mai 1871. Ces passeurs ils se divisent en deux catégories. Un, des agences commerciales qui, aussi au moyen d'une commission, elles vont expédier et recevoir le courrier par des correspondants qui se trouvent dans les villes en banlieue. Par exemple, Saint-Denis, c'est le centre le plus important. En règle générale, les agences, elles apposent un cachet ou une mention manuscrite sur les lettres transportées par leurs soins. Les lettres postées par les banlieusards en rentrant chez eux sont celles qu'on trouve le plus facilement. Elles ne sont identifiables que par la date et par le texte de la lettre. Les correspondances de Paris pour Paris, pendant la commune, demandent une très grande attention. Les timbres à date, ils ne correspondent pas entre eux, certains ils sont inhabituels, par exemple l'encre de la poste maritime. L'administration des postes, en se repliant sur Versailles, elle avait emporté le maximum de matériel possible. Donc les communards ils ont dû se débrouiller avec des timbres oubliés, donc c'est rare également. Après, les cachets provisoires de 1870, toujours. Dans toutes les régions occupées par les Allemands, on rencontre des cachets de fortune. Ils n'ont pas la forme habituelle des autres timbres à date français, et sont en général de fabrication locale où ils proviennent des services administratifs. On peut en voir quelques-uns ici. Et voilà, c'était tout pour cet épisode. Toujours vos réactions, suggestions, questions dans les commentaires. C'était Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres.